Merci d'avoir choisi TV5 Monde, nouveau numéro de kiosque. Bienvenue à vous au sommaire ce dimanche. Il n'est pas beau, notre printemps français, J-5 avant l'Euro de football dans un pays qui tourne au ralenti. Inondations meurtrières, menaces de grève, craintes sécuritaires et pour couronner le tout, l'affaire Benzema. Et il a suffi d'un mot, le mot est racisme pour que les dirigeants s'emparent de la question politique versus sport. Qui utilise qui ? La cour a tranché, et quelle cour ? Un tribunal spécial africain à Dakar. La perpétuité pour Hissène Habré, l'ex-président tchadien, a été condamné pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et viol. Une répression menée lorsqu'il était à la tête du Tchad entre 1982 et 1990. Ce procès historique servira-t-il d'exemple sur le continent ? Et la CPI dans tout ça, on verra cela. Et puis la Suisse a voté ce dimanche. Elle a dit non, non au revenu de base inconditionnel à 2500 francs suisses, 78% de non selon les premiers résultats, un salaire à vie, donc sans travailler, ou presque. Vous verrez, c'est pas si simpliste que ça, d'autres pays ont testé, les résultats sont probants. Nous serons également en direct de Genève pour les tout derniers résultats des votations. Et pour débattre de tout ça, voici nos kiosqueurs, Ziad Limam, directeur à Afrique Magazine, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef au quotidien français La Croix, Cédric Kaba, journaliste indépendant. Vous collaborez au site d'information lemondafrique.com et au Monde Afrique également et d'autres médias. Vous êtes également écrivain. Et enfin, Xavier Collin, journaliste franco-suisse, producteur, présentateur de Géopolitis et éditorialiste à la RTS et qui a réussi à venir jusqu'à chez nous depuis la Suisse, malgré les grèves. Merci à vous d'être là. Après déjà des semaines d'agitation sociale anti-loi de travail, il ne manquait plus que ça, la Seine qui déborde, Paris, les pieds dans l'eau, et des bleus sans beurre, en tout cas les meilleurs. À 5 jours de l'Euro, le tableau est idéal, non ? Zapping. Voici la déclaration qui fait scandale. Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Une charge extrêmement forte, alors qu'il y a déjà quelques jours, Eric Cantona estimait que Didier Deschamps avait écarté Benzema en raison, je cite, de ses origines nord-africaines. Ce qui a été dit ou insinué sur Didier Deschamps est totalement inacceptable. La classe politique, de la gauche à l'extrême droite, a réagi à cette polémique, ce qui fait dire que la machine à perdre est en route pour l'Euro 2016. Il y a un climat qui est un climat aujourd'hui qui amène beaucoup de Français, hélas, à se choisir un bouc émissaire. Et les boucs émissaires ont toujours la même tête. Certains sont trop occupés à compter les Noirs, les Blancs ou les Arabes pour voir qu'il n'y a que des Bleus. Lorsque le train arrive enfin, il faut savoir jouer des coudes. Ça faisait combien de temps que vous l'attendiez là 1h10, 1h15, 1h10. 1h15. Et là, faut essayer de pousser pour rentrer, c'est ça ? Allez. En canoë-kayak, en pirogue, en bateau pneumatique. L'évacuation de Nemours exceptionnelle s'organise avec les moyens du bord. Il faut évacuer, madame. Ah si, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus rien, madame. Au musée du Louvre, il faut plus de 72 heures pour mettre les œuvres de collection à l'abri. Alors il a fallu anticiper et fermer les portes dès aujourd'hui aux touristes. Voilà, c'était une semaine en France. Bienvenue à vous. On va revenir plus tard sur l'affaire Benzema, mais avant, on l'a vu, on l'a vécu, ces inondations ont tellement dominé l'actualité qu'on a le sentiment que la mobilisation anti-loi travail s'essouffle un peu. C'est peut-être pour mieux revenir juste avant l'Euro. Jean-Christophe Ploquin. Oui, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les inondations et les manifestations contre la loi travail. Donc, visiblement, les inondations vont disparaître petit à petit et je pense qu'on va retrouver le quotidien de cette contestation de la loi El Khomri avec la CGT qui paraît toujours déterminée à poursuivre les mouvements de grève qu'elle a enclenchés dans différentes entreprises. Ziad Limam, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Moi, je trouve que, vu de l'extérieur, on doit apparaître comme un drôle de pays parce que on est sous état d'urgence, on est menacé par des menaces terroristes externes très importantes. Le championnat d'Europe de football ouvre dans 5 jours avec 1,5 million de visiteurs. On doit avoir une police probablement à genoux tellement elle est soumise à une pression intense. On doit avoir des pompiers, des services de sécurité, etc. qui doivent tous être dans un état d'extrême tension. Et on a l'impression qu'à côté de ça,
quelque chose qui devrait... Moi, je ne suis pas contre les conflits du travail, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une vie syndicale dans un pays démocratique, où il y a peut-être aussi des timings, il y a peut-être des moments, il y a peut-être des intensités. Je n'ai pas l'impression que cette loi soit une loi particulièrement révolutionnaire, et comme disait quelqu'un, attendons de voir la version de droite pour voir ce que c'est qu'un texte qui va faire mal, petit 1. Et petit 2, je trouve que tous ces mouvements sont extrêmement corporatistes, chacun d'entre eux. Alors, la CGT défend son article 2 parce qu'elle veut rester le syndicat qui fait un peu la loi dans les entreprises. Les pilotes d'Air France, qui ne sont pas les plus mal nourris de ce pays, veulent faire grève en plein euro parce qu'ils veulent plus d'avions pour leur compagnie. Ce n'est pas forcément une question de salaire. Les gens de la SNCF continuent à faire grève. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable, en pleine inondation, qui n'est même pas une pause. Je veux dire que les gens ne disent pas on s'arrête le temps que ça reparte, que ce pays se réorganise, etc. Donc, je trouve que ça montre quand même un pays qui est très fatigué, très usé, qui a du mal à parler avec lui-même. Et tout ce qu'on dit depuis des années comme si ça s'accumulait comme ça dans des périodes d'extrême concentration. Vu de l'extérieur, vous le disiez, il y a une assez intéressante, c'est la une de The Independent. What next for France? A plague of frogs s'interroge avec un humour so British, les Anglais. Quelle est la suite pour la France? Une invasion de grenouilles, ça résume bien la situation. Xavier Collin, vu de Suisse. Vu de l'étranger, je dirais plus que jamais, la France vit ses contradictions. Le problème, c'est qu'elle les vit mal. Nous, à l'étranger, nous remarquons deux choses. D'abord, c'est le taux de syndiqués le plus faible en Europe, à peu près 11%, mais c'est le nombre de grèves, de jours de grève le plus important, puisque la France est dans le peloton des 4 premiers pays qui se mettent en grève, avec ceci de particulier que les jours de grève baissent dans le secteur des entreprises et augmentent dans le secteur public, ce qui est l'inverse en Allemagne, où en Allemagne, le secteur public n'a pas le droit de faire grève. Donc, première contradiction. Deuxième contradiction, eh bien, encore une fois, on a le sentiment qu'en France, et ça doit dater de la Révolution, il y a d'abord la confrontation et ensuite la négociation, alors que dans tous les pays, je dirais du Nord, en tout cas, c'est rigoureusement l'inverse. Et puis, il y a un certain nombre de contradictions comme ça qui nous étonnent, et on en arrive quoi? Au résultat, c'est un journal suisse l'autre jour titrait « Il y aura, pour cet euro en France, il y aura autant d'agents de sécurité, gendarmes et policiers que de spectateurs dans le Stade de France, c'est-à-dire à peu près 100 000. » Donc c'est vraiment dire qu'il y a un problème, en plus des problèmes de grève et des problèmes d'inondation, il y a ce problème de terrorisme qui inquiète effectivement tout le monde. Et en même temps, on a quand même vu que le taux de grévistes a baissé ces derniers jours. Alors quoi, il n'y a plus que les syndicalistes qui sont mobilisés? Non, les syndicalistes cherchent à construire un rapport de force parce qu'ils partent du principe que le gouvernement voudra réussir son euro 2016 et que beaucoup d'étrangers vont être là, vont être témoins. Donc les syndicalistes vont sans doute se cramponner sur leur position actuelle, celle de ne rien céder, notamment la CGT qui est en pointe, mais il n'y a pas que la CGT qui veulent rien d'autre que le retrait du texte. Maintenant, il y a eu une évolution à quelques jours avant l'euro et avant l'arrivée de ces intempéries. La CGT a dit qu'elle était prête à discuter. Et c'est une évolution, une légère évolution, mais sa position est celle-là. Vous avez vu que lorsque ces intempéries sont arrivées, le gouvernement a pensé que c'était une bonne occasion pour demander à la CGT en disant que par solidarité avec les victimes des inondations, il faut peut-être suspendre la grève. Et on a entendu le patron de la SNCF prendre la parole pour le demander. Et la un appel qui n'a pas été entendu. Il n'a pas été entendu pour l'instant. Et il faut rappeler aussi que les inondations, les intempéries ont été meurtrières. C'est 4 morts, le bilan des morts, et 24 blessés. Et clairement, la CGT et l'appel de Pépi n'a pas été entendu. L'appel n'a pas été entendu. Et on note aussi une sorte de désamour envers la CGT, puisque de plus en plus dans l'opinion, en tout cas en croire les sondages d'opinion qui sont rapportés, de plus en plus de Français s'interrogent sur la stratégie de la CGT. Mais la CGT a aussi son agenda à elle, puisque, comme vous savez, sa position son leadership sur le plan syndical est un peu menacé, et à la veille des prochaines élections, puisque la CFDT risque de passer devant elle, ce durcissement, elle cherche à le capitaliser aussi. Mais globalement, au-delà de la CGT, il n'y a pas que la CGT. Aujourd'hui, on jette la pierre à la CGT, mais il n'y a pas si longtemps,
On a vu avec les professions réglementées, lorsque la loi Macron, avant la loi El Khomri, voulait modifier les professions réglementées, il y a eu une énorme levée de boucliers. On l'a vu avec les taxis. Oui, mais globalement, il y a une difficulté à réformer en France. Le pays est difficilement réformable. C'est pas seulement une difficulté à réformer, parce que chaque pays peut regarder ce qui se passe chez lui. Effectivement, c'est toujours difficile de réformer. Mais il y a deux choses qui inquiètent à propos de la France. C'est qu'il semblerait que, en fait, chaque fois que l'État intervient au niveau d'une négociation, ça ne marche pas. Alors qu'apparemment, quand c'est directement entre le monde du travail et les entreprises, apparemment, ça marche. Mais l'autre fait, et c'est une constatation que me faisait un journaliste américain, c'est qu'en gros, dans le monde entier, les gens descendent dans la rue pour que ça change. Et on a le sentiment qu'en France, tous les Français descendent dans la rue pour que surtout ça ne change pas, en tout cas ce qui les concerne directement. C'est sûrement pas tous les Français, ça c'est sûr. Enfin, ceux qui descendent dans la rue descendent généralement pour qu'on ne change pas. Un autre chiffre. Il y a l'euro qui démarre. Oui. Pour organiser l'euro, les organisateurs ont demandé à des volontaires, des gens qui vont être là pendant des heures et des heures pour accueillir la foule, pour accueillir les uns et les autres, pour faire en sorte que gratuitement, ils sont là gratuitement et ils vont permettre à l'euro de bien se dérouler. Il fallait 6500 personnes. Il y a eu plus de 22 000 candidatures, essentiellement des jeunes, essentiellement des femmes. Donc c'est vrai que là, on est un peu focalisé sur les grèves, sur ces points de crispation. Il y a aussi des tas de gens qui s'apprêtent à vivre une fête avec l'euro et qui ont de la générosité et qui veulent donner du temps un petit peu pour qu'une fête, quelque chose qu'ils perçoivent comme une fête, réussisse. Moi, je dis deux points. Je dis il ne faut pas exclure le contexte politique aussi, parce que là, on a l'impression du grand soir ouvrier et de la Révolution, mais il y a un contexte politique très très fort. Il y a des élections dans un an. Il y a une guerre de la gauche contre la gauche. Il y a une droite qui n'a pas de programme à apporter. Et donc, tout ça ajoute à cette tension ambiante. La deuxième chose, je pense aussi que les gens devraient dire la vérité aux Français. C'est le 5e pays le plus riche du monde. Il y a de l'intelligence, de la création, de l'inventivité. Il y a des jeunes qui sont mobilisés. Il y a des universités parmi les meilleures du monde, etc. Et on a l'impression d'être dans le pays le plus sinistré au monde. Et il y a vraiment un problème avec ça. Et est-ce qu'on peut espérer que le gouvernement recule aujourd'hui à 5 jours de l'euro? Si le gouvernement, sûrement pas. Si le gouvernement recule, il n'y a plus de Hollande et il n'y a plus de Valls, ce qui est peut-être une option d'ailleurs. Ils deviendront impossibles à être candidats ni l'un ni l'autre. Donc il y aura peut-être un candidat 3. Et puis reculer pour faire quoi? Enfin, c'est toujours la même histoire. Attendons encore une fois de voir ce que va donner la version de droite. Que les gens sachent qu'est-ce qui va se passer s'ils ont un gouvernement Juppé ou un gouvernement Fillon dans un an. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme texte? Alors en attendant, grève des pilotes chez Air France annoncée à partir du 11 juin. Et j'ajoute que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré dans certaines régions dès mercredi prochain. Et dans ce climat en France, déjà lourd, paf, tombe l'affaire Benzema. À quelques jours de l'Euro, le footballeur déclare dans les colonnes du journal espagnol Marca, Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, une affaire de ballon rond qui s'était déjà politisée depuis bien longtemps. Regardez, écoutez. Ce sportif, ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Là, on porte le maillot bleu et on porte fièrement les couleurs de la France, qui sont si importantes dans ces moments-là. Voilà Manuel Valls, décembre 2015, qui parle d'exemplarité, alors que Karim Benzema est présumé innocent dans une affaire de chantage à la sextape. Comment interpréter les propos du Premier ministre français ? Il n'aurait pas dû les tenir. Ça, je pense qu'il aurait eu la subtilité de renvoyer ça au terrain sportif. En s'y prononçant, il a créé une situation de confusion au point où cette affaire Benzema est arrivée au Conseil des ministres. Lors d'une session du Conseil des ministres, le président avait rappelé à l'ordre, puisque Manuel Valls a pris cette position, d'autres membres du gouvernement ont pris une autre position. À partir de cet instant-là, l'affaire a pris une tournure politique. Elle n'était plus sportive. Et à l'arrivée, c'est que lorsque Didier Deschamps a décidé de ne pas retenir Benzema, ça a pris une autre tournure. On a senti dans la justification de l'exclusion de Benzema que c'est des critères extra-sportifs, c'est pas des critères sportifs. C'est qui cette partie raciste de la France? Non, attention, il faut rappeler aux gens que Benzema s'est engouffré dans une brèche qui a été ouverte par Noël Le Graët lui-même. Noël Le Graët a dit dans des propos qui ont été rapportés par nos confrères, qu'il avait reçu des tonnes de lettres dans lesquelles on disait il faut exclure l'arabe, il faut, comme ça on en a fini, etc., etc. Donc Benzema a trouvé là une brèche et du coup,
comme je l'ai dit, à partir du moment où le politique s'est interféré, d'autres considérations sont venues s'interférer, les gens ont retenu que l'exclusion de Benzema de la sélection nationale n'a pas été faite sur la base de critères sportifs. Et on n'en sort plus. Je pense que ni Valls ni Benzema n'auraient dû l'ouvrir de cette manière-là. Je pense que Benzema, il faut lire toute l'interview, parce que là, on a sorti 3 phrases qui sont les plus fortes, mais dans l'interview, il parle aussi de son amour pour l'équipe de France, il parle aussi du fait qu'il se sent exclu, C'est comme ça qu'il finit d'ailleurs son interview. Et je pense que les politiques aujourd'hui qui montent tous au créneau en disant les bleus, les bleus, les bleus, tout ça aussi, c'est du cinoche, parce qu'il y a un malaise. Et s'il y a des gens qui expriment ce malaise, que ça soit Djamel Debbouze, qui n'est pas encore une fois le plus mal nourri de ce pays, que ça soit Karim Benzema, que ça soit d'autres gens, etc., c'est qu'il y a un malaise autour de la question identitaire en France. Il y a un malaise autour de la question... Djamel Debbouze qui a regretté après. Oui, il a regretté parce qu'il ne pensait pas que ça ferait un tel ramdam, mais la vérité, c'est qu'ils expriment un malaise. Donc il faut écouter ce malaise. Il y a un malaise dans les communautés franco-maghrébines qui est réel, qui sont, depuis les attentats et bien avant aussi, montrés du doigt. Karim Benzema l'a dit. Il a dit, quand je marque des buts, je suis un bon Français. Quand je ne marque pas de buts, je suis un mauvais Arabe. Jean-Christophe Lequin, ça traduit un malaise dans la société française aujourd'hui. Il y a un malaise et il y a des racistes dans la société française. Cela dit, je pense que Benzema a tapé à côté des buts, pour le coup. Je pense que Didier Deschamps est un sélectionneur assez remarquable. C'est un homme qui a eu une carrière extrêmement brillante, qui a joué avec des joueurs de toutes les couleurs. Donc je pense vraiment que c'est pas le problème pour Deschamps. Et je pense que l'idée, c'est de faire la... Oui, mais restons un peu sur le terrain sportif aussi. Je pense que Deschamps, il fait la meilleure équipe de France possible. Et l'argument de dire il faut qu'on soit impeccable sur le plan moral, eh ben, je pense que ça s'applique aussi à Benzema et qu'effectivement, il n'est pas condamné. Non, il n'est pas condamné, bien sûr. Et le nombre d'hommes politiques qui sont mis sous examen et qui ne sont pas... Néanmoins, je pense que c'est quand même un critère. Karabatic aussi qui a été mis en examen, condamné et toujours en équipe de France. Et là, pas un mot des politiques. Donc, c'est pas là. Elle est où l'équipe Black Blamber de 1998, 1998, où on avait cru, peut-être à tort, en tout cas à l'étranger, que si j'ose dire, ces problèmes-là, si problèmes il y avait d'assimilation, voire de racisme, on avait cru que ça se pouvait au moins se diluer dans un exploit sportif. Et quel exploit, en 1998 avec la Coupe du Monde. Alors, finalement, à l'étranger, on a rêvé, la France, c'est pas ça, et maintenant, on remet tout à plat, on remonte tout et ça n'existe plus, Black Blamber? Ou est-ce que si jamais la France fait d'excellentes performances, est-ce qu'on va nous refaire le coup absolument de la France totalement pluriethnique? Je me pose la question. L'affaire des quotas à un moment donné qui a un petit peu agité cette sphère-là. Bien sûr. Mais à votre avis, c'est un mythe, Black Blamber? Non, je pense que la France Black Blamber, moi je l'ai vécu, en 98, c'était vraiment une équipe de France, effectivement, qui avait joué magnifiquement, avec des buteurs magnifiques et à tous les postes de jeu. Ils étaient tous bleus. Oui, je crois, et je pense que la France s'est reconnue quand même massivement, les Champs-Élysées envahis, bien sûr. Donc ça a été un moment, et voilà, et c'est un enjeu permanent, effectivement. Donc si la France la gagne, de cette coexistence. Le foot n'est pas exempt, au contraire, j'allais dire bien au contraire des tensions des sociétés. Il reflète. L'équipe de France, elle est le reflet d'un pays aujourd'hui, excusez-moi, qui est polarisé sur le plan identitaire, qui est polarisé sur la question de sa propre identité. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un petit garçon d'origine algérienne ou tunisienne ou marocaine ou malienne ou sénégalaise musulmane dans l'école laïque, pourquoi il fait la fête de l'Ascension et pourquoi il fait la fête de trucs et pourquoi pas il fait pas le Ramadan? Tout ça travaille la société française. Alors au lieu de dire on n'a pas le droit de dire ça, au lieu de dire il y a une espèce de français idéalisé, l'espèce de bleu laïque absolument magnifique, etc., disons qu'il y a un problème. Disons qu'il faut que nous, en tant que Français, de toutes sortes de cultures et de destinations, on en parle ensemble. Mais d'ostraciser Benzema ou Debbouze ou X ou Y parce qu'il dit j'ai un malaise, je trouve que c'est pas normal. Alors finalement, par ailleurs, je suis d'accord avec vous. Deschamps fait aussi la meilleure équipe que lui pense possible. Et dans toutes les équipes du monde, il n'y a pas forcément le meilleur attaquant. C'est évident que Deschamps prend pas ses ordres. Lors de sa plus grande gloire, n'avait pas été sélectionné par Jacquet dans la fameuse équipe Black Blanc Bleu parce qu'il était ingérable. Et donc voilà, ça peut arriver. Mais quand ça se multiplie, quand il y a un climat qui est pas bon, quand les hommes politiques, comme disait Abad, s'en mêlent. Alors finalement, Ziad Limam, c'est les politiques qui utilisent le sport? Non, tout le monde fait un peu n'importe quoi parce qu'il y a du stress, il y a de
les politiques cherchent à capitaliser. Et ce qui les intéresse, c'est pouvoir tirer les dividendes d'une situation. Manuel Valls ou quelqu'un d'autre, sachant qu'aujourd'hui, comme l'a dit Ziad, il y a un climat qui est celui que l'on connaît, où les gens aujourd'hui assument quasiment plus que par le passé, en tout cas leur racisme ou leur opposition à une certaine partie de la communauté française. Les politiques aussi cherchent à tirer les dividendes de cette situation, à mon avis, y compris en tirant les... aussi tout autant qu'un politique aujourd'hui. Pardon ? Le sportif fait de la com tout autant qu'un politique aujourd'hui. J'imagine que les sportifs aussi savent que Benzema, ou quelqu'un d'autre, c'est qu'en tenant un certain nombre de propos, il sait qu'une partie de la société va bien les accueillir, une autre va bien les rejeter. Et comme dirait Cantona, si Benzema est lavé de tout soupçon en automne, il aura quand même manqué l'Euro et on dira tout simplement tout ça pour ça, mais c'est pas grave. Allez les Bleus, et si la France on y croit quand même. Peut-être qu'on oubliera tout cela. Voilà. Et d'ailleurs, le match amical hier, France-Écosse, redonne sans doute confiance. Il aura été champion d'Europe, ce qui est pas mal non plus. C'est pas mal. C'est un très grand joueur, bien sûr. Allez, on passe au procès Hissène Habré. 712 témoignages, 18 ans de combat. Au final, la prison à vie pour l'ex-président tchadien. Le régime Habré, c'est 40 000 morts. Un procès historique en tout point, mais surtout une grande victoire pour les victimes. 10 mois, une centaine de témoins et parties civiles auditionnées, une retransmission en direct et un verdict sans concession. Le procès Habré a répondu aux attentes. Les chambres extraordinaires africaines ont fait leurs preuves. L'Afrique, pour la première fois, a condamné elle-même un de ses dictateurs. Le Sénégal a jugé un Tchadien pour crime contre l'humanité au nom de la compétence universelle. On nous a toujours dit que l'Afrique était incapable. Aujourd'hui, nous avons la preuve que l'Afrique peut juger les dictateurs africains chez eux et d'une manière équitable. Alors, le procès Habré, une première ou une dernière, le débat est polémique en Afrique. Exemple, la famille Gbagbo. Le mari, Laurent, ancien président de la Côte d'Ivoire, est actuellement jugé par la Cour pénale internationale, incarcéré à La Haye. Le procès de Simone, son épouse, vient lui de commencer à Abidjan. L'actuel président Alassane Ouattara a refusé son extradition. Motif, la Côte d'Ivoire est prête à affronter juridiquement son passé. Je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI, puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Certains chefs d'État africains vont même plus loin et veulent que l'Union africaine sorte de la CPI, une CPI qualifiée de raciste et de néocolonialiste. Alors on va revenir un peu plus tard sur la CPI, mais avant ce procès Habré, c'est un procès qui tord le cou à tous les sceptiques qui pensaient que l'Afrique ne pouvait pas rendre une justice exemplaire. Je ferai une première constatation, c'est la première fois qu'un procès se déroule où un ancien chef d'État d'un pays est condamné dans un autre pays au nom du principe de la compétence universelle. Première, et en plus qui se passe en Afrique. Ça fait 2 bonnes nouvelles, c'est déjà pas mal. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que nous, journalistes, nous avons un mal fou à expliquer ce qui se passe au niveau de la justice internationale. Parce qu'on est parti de Nuremberg. Mais depuis Nuremberg, effectivement, tout ce qui ressemble à la justice internationale est malheureusement, même si c'est parfois efficace, assez incompréhensible. Vous avez les tribunaux pénaux internationaux, la Yougoslavie, le Rwanda. Après, on nous parle d'un tribunal, mais qui est spécial pour le Liban, pour l'assassinat d'Hariri. Et puis après, il y a un autre tribunal qui est un tribunal hybride entre les Nations Unies et le Cambodge, etc. Il y a si j'ose dire, une somme d'instances qui sont malheureusement assez incompréhensibles. Et tout ça nous amène effectivement à la Cour pénale internationale dont on parlera tout à l'heure. Mais pour le moment, je retiens qu'effectivement, au niveau de l'Afrique, c'est une très, très grande et une très, très bonne nouvelle que l'Afrique puisse effectivement dire nous sommes capables de juger des gens sur notre continent. Quelles leçons aussi, notamment à la CPI qui, jusqu'à présent, n'a fait preuve de jugement qu'envers des dirigeants ou ex-dirigeants africains. Le chemin a été long pour en arriver là. Ça a été une vraie course d'obstacles. La procédure a commencé du temps d'Abdoulaye Wade. Des rebondissements avant Abdoulaye Wade. La procédure, d'abord, avait commencé au moment où c'était même le président Diouf qui était là. Le Sénégal avait estimé qu'il n'était pas compétent pour juger. Ensuite, c'est par la suite, quand la compétence universelle a été inscrite, Habré a failli être jugé en Belgique, comme vous savez, puisque une plainte a été déposée par une victime tchadienne qui est devenue citoyen belge. La Belgique devait demander au Sénégal
l'extradition de Habré. Et l'affaire est allée même devant la Cour de justice internationale, puisque le Sénégal refusait de rendre à la Belgique Hissène Habré. La Cour a arbitré en demandant au Sénégal, si vous n'extradez pas Habré, il faut que vous le jugiez. À ce moment-là, l'Union africaine est rentrée dans la danse, a proposé sorte d'ovni judiciaire. Parce que les chambres extraordinaires africaines, c'est quelque chose, une sorte d'ovni judiciaire qui a été créé que pour Habré, puisque, comme vous savez, la Chambre est composée à la fois... sur mesure absolument, à la fois. Habré, c'est une juridiction ad hoc, elle a été créée pour juger Habré, en tout cas les faits qui ont été commis pendant cette période, avec un magistrat burkinabé, des magistrats sénégalais. Ensuite, quand cela a été décidé, il fallait transposer dans le droit sénégalais la création de cette chambre, sa fonction. Donc tout cela pour dire que ça a été une longue course d'obstacles pour en arriver là, mais la leçon c'est que justement la persévérance des victimes a payé, et aussi le fait que à travers ce procès, l'Afrique renvoie un message, c'est que à l'avenir, les dirigeants devront réfléchir par deux fois en se disant qu'ils pourront tôt ou tard... Un message à toute la société civile pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils se lèvent contre l'impunité des dirigeants. Absolument, qu'ils s'organisent, qu'on peut y arriver. Et aussi, parce que le procès a une dimension pédagogique pour les dirigeants aussi, pour qu'ils se souviennent que demain, tôt ou tard, ils peuvent être rattrapés. C'est d'autant plus utile que dans le contexte d'aujourd'hui, après, il y a d'autres qui sont en train de commettre des forfaits ou qui ont commis des forfaits. Donc, il faut faire en sorte qu'ils n'échappent pas à cette justice-là. Mais moi, je suis tout à fait partisan de la valeur d'exemple. Je suis aussi un petit peu sceptique quand je vois la machinerie qu'a décrit Abbas, parce que quand tu dis que d'autres devront y aller, et si à chaque fois il faut générer cette énergie juridico-diplomatique pendant des années, c'est compliqué. Mais prenons déjà ce qui est acquis, c'est-à-dire un jugement pour l'exemple qui parle à l'opinion publique africaine, qui parle à l'opinion publique mondiale d'un personnage qui était particulièrement honni. Petit bémol numéro 1, on a parlé d'Hissène Habré, on n'a pas parlé du système Habré, qui était quand même en place. Il y a des responsables qui ont été jugés au Tchad et d'autres qui sont toujours en liberté. C'est comme toujours la tentation, c'est que l'histoire est très complexe, et donc on va tenter de résumer l'histoire en disant Habré était coupable, et puis tout le reste, disons que. Et deuxièmement, on n'a pas parlé de ce qui se passe à l'époque d'Hissène Habré autour du Tchad, ce qui est quand même très intéressant pour l'opinion publique française, par exemple, même si l'opinion publique française n'est pas forcément fascinée par ça, mais la France était impliquée, Mitterrand et Chirac ont été impliqués dans les affaires tchadiennes, ils ont soutenu ce régime à un moment ou à un autre, il y a sûrement des raisons géostratégiques, etc., mais on aimerait bien qu'au nom de la justice aussi, on puisse ouvrir ces dossiers qui impliquent la souveraineté française en Afrique. Donc la France savait, mais elle n'a rien dit. Jean-Christophe Plequin. Elle savait, oui. Elle savait. Et je pense qu'effectivement, le contexte géostratégique de l'époque, c'était contrer la Libye de Mouammar Kadhafi, qui était aussi un régime assez de fer. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est effectivement rendre hommage aux parties civiles, rendre hommage aux familles des victimes de ce procès, l'endurance qu'il a fallu, puisque ça fait en gros 25 ans, 26 ans, il a fallu attendre le verdict. On peut imaginer, pour les personnes concernées, il y a eu 40 000 morts et disparu sous la période de Hissène Habré. On peut imaginer la souffrance qui a été provoquée par ce régime et le temps qu'il a fallu. Moi, je salue le courage de ceux qui n'ont jamais renoncé. Et je trouve que effectivement, c'est une leçon, et j'espère que d'autres aujourd'hui, et je sais que dans des sociétés civiles africaines aujourd'hui, où il y a des potentats qui sont en place et qui s'accrochent, qui sont là depuis 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, je sais qu'il y a des gens de la société civile qui ont regardé ce procès et à qui ça donne de l'espoir et qui ont déjà énormément d'énergie pour essayer de faire avancer la démocratie et pour essayer de déstabiliser ceux qui s'accrochent au pouvoir. Ils sont même prêts à utiliser la violence pour s'accrocher au pouvoir. Donc là, il y a vraiment une leçon très forte. Dans tout ça, quel a été son rôle ? Non, c'est pour cette raison que le point que Ziad a soulevé est très intéressant. Si on avait jugé le système Habré, ça aurait permis de situer d'autres responsabilités que les siennes. Parce que il devait être à la barre, Idriss Déby, aujourd'hui, le président tchadien, Déby, l'actuel président tchadien. Son témoignage, en tout cas, aurait permis d'éclairer les choses, puisque pendant la période, il était comme chef, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée il a été chef d'état-major de l'armée de Hissène Habré, donc il sait sans doute certaines choses, même s'il n'a pas participé directement. Il a eu un rôle important en matière de sécurité dans le parti unique. Donc, il connaissait certaines choses et son témoignage, en tout cas, aurait été nécessaire
nécessaire pour éclairer la vérité. Mais là, à sa décharge, le président Habré a refusé de parler. Et ça, c'est un des plus grands regrets du procès. Parce que si Habré avait parlé, ça aurait permis de situer d'autres responsabilités que les siennes, y compris celles de l'Occident, au-delà du contexte politique lui-même. Les gens qui ont torturé les fameux agents de la direction de la documentation et de la sécurité de DDS ont été formés par leurs homologues français, ont été formés par leurs homologues américains, sont venus en stage en France. Il y a cette une du Monde, Hissène Habré condamné, la France accusée, un rapport de Human Rights Watch dénonce l'aide apportée par la France à Hissène Habré. Xavier Collin, la France a fermé les yeux sur les droits de l'homme au nom de la lutte antiterroriste, des raisons géopolitiques. Alors ça n'est pas entièrement nouveau, bien sûr, mais ce qui est nouveau, en vous écoutant les uns et les autres, quand je vois ce qui s'est passé au procès Karadzic, aussi en Yougoslavie, qui a été condamné, Charles Taylor, qui a été condamné, je me dis qu'au fond, il y a deux notions qui s'estompent, celle d'impunité et celle d'immunité. Et nous qui observons la vie politique internationale depuis des années, il y a encore 15 ans, ça n'était pas le cas. Maintenant, plus d'impunité pour ces dictateurs, car il y aura toujours ici ou là, dans des circonstances très difficiles, une accusation qui va se forger, qui va se compléter. Et plus d'immunité, parce que ce n'est pas parce qu'on a été chef d'État qu'on reste totalement impuni. Et je vais vous donner un exemple. Au 1er juillet de cette année, donc dans pas très longtemps, il y a une nouvelle loi suisse qui va arriver, qui est tout à fait intéressante et qui passe totalement inaperçue. C'est dommage parce que cette loi suisse, elle va permettre au gouvernement suisse, qui Dieu sait a été accusé de recueillir l'argent des dictateurs, eh bien la justice suisse pourra maintenant bloquer les fonds d'un dictateur avant même que celui-ci soit tombé et même avant même qu'un éventuel pouvoir ou contre-pouvoir fasse une demande en justice pour récupérer l'argent. Donc non seulement la Suisse actuellement, elle rend déjà l'argent, elle a rendu... À Ben Ali, par exemple. Alors Ben Ali, c'est une somme tout à fait intéressante qui va être rendue d'ailleurs, mais regardez, les fonds Marcos, c'était 860 millions de dollars qui a été rendu aux Philippines. Et il y avait l'argent de Abacha, au Nigeria, 700 millions. Et maintenant, la Suisse va pouvoir entamer des démarches pour bloquer l'argent et voir le rendre. Eh bien, je trouve que c'est une très, très, très belle évolution qui va contre tout à fait ce sens de l'impunité. Ce qui était exceptionnel devient la règle. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots pourquoi ce procès n'a pas eu lieu à La Haye, à la CPI ? Alors là, la CPI, c'est très intéressant. La CPI ne peut connaître que des faits qui sont intervenus après sa création. Les faits sont antérieurs. 2002. Les faits qui ont été commis, ça c'est la première chose. Les faits sont antérieurs. Donc et la CPI aussi. Avant 2002, absolument. Donc ce n'est pas couvert par la CPI. Et la deuxième chose, c'est que la CPI fonctionne selon le principe de la subsidiarité. Ça, on l'oublie souvent. Donc c'est quand l'État en question ne peut pas juger que la CPI s'est saisie soit elle-même, soit par le biais du Conseil de sécurité. Or, en l'occurrence, l'Union africaine a investi le Sénégal, a confié au Sénégal le mandat de justice. Alors pour le coup, on va essayer d'avancer s'il vous plaît. Alors pour le coup, il y a un autre procès qui a peut-être moins valeur d'exemple selon certaines organisations des droits de l'homme et qui témoigne aussi de cette Afrique qui se juge par elle-même. C'est le procès Simone Gbagbo qui se poursuit à Abidjan. La Côte d'Ivoire est-elle prête à juger juridiquement son passé ? C'est très difficile pour les gens de comprendre que le mari soit dans une instance et sa femme dans une autre. Oui. Très sincèrement. Le président Ouattara l'explique assez bien quand même. Essayons d'expliquer pourquoi il y a deux justices différentes. Non, il n'y a pas deux justices différentes. Le président Ouattara dit à l'époque où il y a eu la saisine de la CPI sur le cas Gbagbo, ce pays n'était pas en état de juger le président Gbagbo. Et deuxièmement, même si c'est pas dit publiquement ou sur j'allais dire de manière officielle, il y a aussi quelque chose du culturel dans le fait que, excusez-moi, on ne remet pas une femme. Ça, je l'ai entendu à Abidjan, je l'ai entendu beaucoup. On ne donne pas une femme à la justice internationale. On essaye de régler le problème entre nous. Je pense que c'est une question extrêmement importante. Mais en même temps, peut-être que c'est curieux. Alassane Ouattara dit qu'il n'enverra plus personne à la CPI. C'est pas forcément rassurant pour tout le monde. C'est-à-dire, vous parlez des gens qui de la rébellion qui auraient pu être. Oui, bien sûr. Qui ont peut-être peur d'être jugés dans leur propre pays. Encore une fois, il ne faut pas croire que les Africains sont plus, j'allais dire, exemplaires ou moins exemplaires que le reste de l'humanité. On se doute bien que la gestion post-conflit en Côte d'Ivoire est une gestion extrêmement complexe. On se doute bien que des gens qui sont, par exemple, dans les sphères du pouvoir ont peut-être été impliqués à un moment ou à un autre dans les événements de la rébellion. On se doute bien que c'est pas facile de les juger. Tout ça, on le sait. On ne voit pas pourquoi les Ivoiriens, les Tanzaniens ou les Guinéens seraient absolument plus magiques que le reste de l'humanité à régler leurs propres problèmes en interne. C'est pour ça que je pense que la notion de dire
essayons que dans le processus démocratique, nos capacités judiciaires augmentent pour qu'on puisse régler nos problèmes en interne. Et ça, je pense que c'est pas inintéressant. Parce que, puisqu'on va y arriver, le débat sur la CPI, il y a quand même, enfin, je veux dire, vous pouvez pas empêcher l'opinion publique africaine de se dire pourquoi il y a que des Noirs qui se font allumer dans cette cour. Et sortir de la Mais CPI, je le dis volontairement avec caricature, parce que l'opinion publique le ressent comme ça, et que ça joue un mauvais service à la justice internationale, parce que ça la met dans une espèce de règlement. Alors, le contre-argument, et après je m'arrête, c'est que malheureusement, il y a plus d'exactions, j'allais dire, en Afrique, sur les, disons, depuis 2002, la période de création, que peut-être ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'accusés. Mais essayons de favoriser les processus politiques et judiciaires locaux. Le cas Bachar el-Assad, il est en train d'être documenté par des diplomates étrangers et des magistrats étrangers. Ils sont en train de réunir des éléments qui, le moment venu, et j'espère que ce moment viendra, Bachar el-Assad sera déféré devant la CPI. Vous avez raison. Mais donc, là, et la CPI, en fait, elle est un peu l'enfant du TPI. Enfin, au départ, il y a d'abord eu le tribunal pénal international sur les crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie. Et c'est le TPI qui paraissait lui-même peut-être incomplet. On s'est dit, c'est quand même dommage de créer justement un tribunal international à chaque fois. Il y en avait eu un pour le Rwanda aussi. Et d'où ensuite la logique de créer une cour pénale internationale. Et Mugabe a évoqué une sortie de la CPI. Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui? Il y a un sentiment qui est généralement répandu chez les chefs d'État africains qu'il faut en sortir, parce qu'ils partent des statistiques qui établissent de façon incontestable qu'il y a plus d'Africains qui sont poursuivis par la CPI que les autres parties du monde. Et ils ajoutent même que, par exemple, des exactions, des crimes de guerre ont été commis en Afghanistan, mais que la CPI ne regarde pas de ce côté, et des crimes de guerre ont été commis dans les territoires palestiniens. Pendant les conflits israélo-arabes, on ne regarde pas de ce côté. Donc, ils partent de ce principe-là pour réclamer moi, je pense que le diagnostic est bon, mais la thérapie qu'il propose, la sortie collective n'est pas bonne. N'est pas bonne parce que ça ne résout pas, quand on le fait, quand on choisit de s'y prendre de cette façon, on oublie les victimes. Parce qu'il faut il y a ceux des pays qui voudraient sortir, mais n'oublions pas ceux des pays qui ne sont jamais rentrés dans ce traité de Rome qui fondait la CPI. Excusez du peu, les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël, enfin un certain nombre de grands pays. Et actuellement, pour aller dans le sens de mon confrère, la CPI vraiment aurait un impact formidable en se penchant sur le cas Bachar el-Assad. Car comme vous le disiez, non seulement on est très documenté, il y a même une ONG à Genève qui ne fait que ça, que récupérer des documents, des témoignages. Donc il y aurait tout un dossier, il y a actuellement tout un dossier d'accusation qui est prêt, qui pourrait être porté. Si la CPI voulait bien utiliser de ce qui est prévu dans son texte fondateur, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité estime qu'il y a lieu de juger Bachar el-Assad, notamment pour crimes contre l'humanité. Je rappelle que même à Paris, il y a des poursuites contre Bachar el-Assad. Donc ça dépend de la Russie et de la Chine ça ne se fait pas parce qui vont mettre leur veto. Voilà, parce que c'est très politique. Et l'Union africaine pourrait peut-être mettre en place une cour africaine pérenne, un jour peut-être. À condition de ne pas stipuler des exceptions. À condition de ne pas stipuler des exceptions. L'Union africaine n'est que le reflet des chefs d'État qui gouvernent l'Afrique. C'est pas une entité indépendante qui s'auto-alimente de bonnes idées. Donc je vois pas comment. C'est ce qu'avait proposé. Oui. Non, mais moi je dis prenons les choses étape par étape. Chaque progrès de la justice, que ça soit en Afrique ou dans le reste du monde en émergence, je pense que c'est important. Et prenons cet exemple comme quelque chose d'important. Et je pense, comme on disait tous les deux, je pense que l'exemple sur les opinions va être fort parce que ce type était intouchable. Il a fallu 25 ans pour l'amener là où il fallait l'amener. Et il est arrivé, comme ils disent en anglais, in the docks, excusez-moi, on est sur une chaîne francophone. Et c'est important. Et peut-être condamner un jour les crimes économiques et politiques. Ça, c'était un enjeu important. Là, on a condamné des crimes de sang. Il faut aussi condamner les crimes économiques parce qu'ils sont un frein au développement de l'Afrique. Allez, on passe au dernier thème avec cette question qui intéresserait peut-être les Antillois de travail français. Que feriez-vous si vous n'aviez pas besoin d'assurer votre existence? En d'autres termes, un revenu de base sans condition à 2 000
200 €. C'est tentant, mais est-ce vraiment réaliste? Pas pour les Suisses, en tout cas, qui auraient voté non aujourd'hui, selon les premiers résultats, 78%, 78%. Genève, où l'on retrouve notre correspondant Michel Cheruti. Michel, ça y est, les résultats des votations sont en train de tomber. Quels sont les derniers chiffres dont vous disposez? 79 même, il y a 79, enfin près de 80. Près de 80% même. Les résultats sont à peu près définitifs, il manque encore quelques communes. Enfin, c'est une claque assez évidente qu'ont subi aujourd'hui les initiants de ce projet de revenu de base inconditionnel. Manifestement, le peuple suisse n'en veut pas une très 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 large majorité. Là, vous parliez de 2200 €, oui, non, c'est-à-dire que le texte ne prévoyait pas de montant, de salaire, enfin, en tout cas de revenus véritablement. Le texte prévoyait simplement que le Parlement suisse doivent s'occuper de définir une allocation universelle pour chacun de ses citoyens et un montant et aussi trouver le moyen de le financer. C'était ça que le texte prévoyait, donc c'était très très large. Mais malgré tout, le texte le peuple suisse n'a pas voulu de ça au niveau, on va dire, philosophique. On a pu comprendre, en tout cas pendant toute la partie de la campagne, qu'il y avait un petit peu deux populations qui s'affrontaient. Une partie un petit peu plus jeune, qui était volontiers portée sur l'idée de faire les choses autrement, qui ne voyait pas cette question purement sous un angle économique, justement, qui essayait de changer un petit peu les valeurs de vie qu'on connaît aujourd'hui. Et puis une Suisse plus traditionnelle. Tous les partis, d'ailleurs, en Suisse, étaient opposés à ce texte, même la gauche, qui ne voulait pas remettre en question le modèle traditionnel du fait qu'il faille travailler pour gagner sa vie. Mais en même temps, Michel, ce non, c'était prévisible, mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel les Suisses étaient appelés à se prononcer, n'est-ce pas ? Non, effectivement, alors, le non, il était prévu qu'il l'emporte, mais de manière aussi nette, ça a quand même surpris passablement d'observateurs. Aujourd'hui, on imaginait que peut-être ce serait rejeté à 2/3 ou peut-être à 70%, mais là, on est très proche de 8 personnes sur 10. Donc c'est ça qui surprend aujourd'hui, la netteté de cette décision. Puis effectivement, il y avait encore 4 autres objets qui étaient soumis à la votation aujourd'hui. Alors, un objet qui traitait d'une modification de la loi sur l'asile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement suisse propose qu'on simplifie, qu'on rende plus rapide surtout la procédure d'enregistrement des requérants d'asile en Suisse. Aujourd'hui, il faut à peu près 280 jours pour statuer sur une acceptation ou un refus de ces derniers. On viserait 140 jours. Pour ça, on va instaurer des centres fédéraux. On veut proposer un avocat gratuit et commis d'office pour chaque requérant. C'était ce que la loi prévoyait. Un durcissement quand même, d'une certaine manière, de la loi par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et très étonnamment, ce durcissement de la loi était combattu par les populistes de l'UDC qui, eux, estimaient que ça n'était pas assez dur. Donc, eux étaient opposés à cette modification de la loi, mais manifestement, le peuple l'a accepté à 65%. Puis, il y a encore 3 autres objets. Un sur les revenus liés au trafic routier. Cela a été refusé à près de 70%. Une initiative aussi sur le service public qui n'aurait plus dû faire de bénéfices, en tout cas c'est ce que souhaitaient les initiants, ça a été refusé également par le peuple suisse à 66%. Et puis un dernier objet lié au diagnostic préimplantatoire lors d'une procréation médicalement assistée. Là, le peuple estimait que la loi telle qu'elle est prévue aujourd'hui par le gouvernement devrait être entérinée à près de 60%. C'était les 5 objets qui étaient soumis à votation aujourd'hui en Suisse. Michel Cheruti en direct de Genève, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Xavier Collin, le non l'a remporté, oui, mais c'est quand même une étape de franchie. Le débat a eu lieu aujourd'hui, jusqu'à présent en Suisse, et c'est ça aussi la victoire. Tout à fait, pour aller dans le sens de ce que disait Michel Cheruti, d'une manière assez étonnante, ce débat qui n'aurait pas dû vraiment avoir lieu, car personne n'y croyait, certainement pas les grands partis politiques, à part les Verts et à part les initiants, au fond, ce débat a beaucoup plu. Et à qui a-t-il beaucoup plu ? Il a beaucoup plu à une jeune génération qui, peut-être pour la première fois, a voulu se prononcer. Et d'ailleurs, elle s'est fortement mobilisée. Voilà, elle s'est assez fortement mobilisée. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est mobilisée ? Mais pour 2 raisons. Tout le monde comprend bien, tout le monde très suivi, parce que ça aurait été la première fois qu'un pays inscrivait ce revenu de base dans sa constitution. Ça aurait été une révolution. C'est pas tellement l'histoire des 2500 francs. Je sais pas si la caméra peut voir. Ceux qui étaient pour cette initiative avaient déjà imprimé des billets de 2500 francs en disant voilà, c'est formidable, regardez, vous avez touché de l'argent sans rien faire. Et effectivement, toute une partie de la population a dit attendez, si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail aussi, effectivement. Et puis ceux qui étaient contre ont dit ce RBI, ce revenu de base inconditionnel, en fait, c'est le rêve d'un biberon ininterrompu. C'est-à-dire, on veut que la mère nourricière, la nation...
peu importe. Les vraies données du problème, c'est que nous savons tous très bien qu'il va y avoir une certaine forme de numérisation, robotisation d'un certain nombre d'emplois. Nous savons très bien que la démographie va jouer. Nous savons très bien que certaines économies vont disparaître. Par exemple, regardez en Chine, ceux qui fabriquent nos iPhones actuellement, la grande usine dit que sur 1 300 000 employés au total en Chine, il y en a 1 million qui seront remplacés par des robots dans 20 ans. Donc effectivement, petit à petit, et sans qu'on prenne des décisions maintenant qui seraient tout à fait utopiques, et en tout cas financièrement pas encore tout à fait crédibles, oui, le débat se fait petit à petit de ce revenu qui permettrait, comme on le dit gentiment, d'assurer une vie tout à fait confortable. Un débat dont il a beaucoup divisé les Suisses. Écoutez ces quelques réactions. Je pense qu'il y a un facteur de stress qui est là pour beaucoup de gens, en fait, soit de trouver un emploi, soit de le conserver, et qu'avec un revenu de base, je pense qu'on aurait vraiment plus d'énergie à disposition pour être créatif, innover, se lancer dans des projets qu'aujourd'hui on n'ose pas lancer parce que c'est un risque. C'est des montants extrêmement importants qui, plutôt que d'encourager les individus qui sont en mesure de le faire, d'aller travailler et d'être finalement indépendants, ça va encourager certaines personnes à ne plus rien faire. Et moi, j'estime que c'est contre nos valeurs, c'est respectivement contre la cohésion sociale. On a demandé aux gens, est-ce que vous arrêtez de travailler demain si vous avez un revenu de base ? La plupart des gens ont dit non. Je continue à travailler parce que le travail, c'est pas que de l'argent. C'est de la reconnaissance, c'est un enrichissement aussi, c'est des échanges avec d'autres personnes. C'est intéressant, hein, le travail, ce n'est pas que l'argent, c'est une notion importante qu'on n'a pas forcément. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans cette histoire typiquement suisse, c'est la vitalité du débat. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il se passait quelque chose sur une question qui finalement, on n'y a peut-être pas assez réfléchi en France, parce que nous, en France, il y a quand même des gens qui... À votre avis, RSA, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est... Non, ça, je crois pas. Je crois le même. Mais bon, le travail salarié, juste ma remarque à moi, je pense que c'est bien de se poser la question de ce qui va se passer demain. C'est-à-dire qu'on a tous tendance dans nos sociétés à défendre ce qu'on a aujourd'hui. Or, il se passe des choses, tu en parlais, il se passe des choses absolument bouleversantes. La notion même de salariat est remise en cause, on le voit dans de nombreux métiers. Et donc tout ça va changer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut le préparer ? Avec quel consensus social ? On voit à quel point c'est difficile, mais le monde change et donc que des idées flottent comme ça et qu'elles soient... Mais qui aurait financé ce... Mais ils auraient déjà éliminé... C'était pratiquement financé. Alors l'allocation de base faisait qu'on supprimait toutes les autres allocations actuellement versées. C'était une première, à peu près la moitié. Une taxation sur effectivement le travail, mais il restait effectivement à peu près un quart du financement. La Suisse avait estimé que ça coûterait à peu près 208 milliards. Enfin, c'est une somme énorme. Mais ce n'était pas encore financé, en tout cas avec ce minimum à 2500 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 2350 €. Mais le problème, pour le moment, le problème financier n'était évidemment pas réglé, ce qui fait que les opposants disaient c'est complètement utopique. Encore une fois, c'est la philosophie de l'action et de la réflexion qui a beaucoup plu. Et puis, il y a une image intéressante durant la campagne du oui que je voulais quand même vous montrer au revenu de base. C'est leur affiche. Et attention, c'est la plus grande affiche du monde, 72 mètres sur 110, sur une surface de près de 8000 mètres carrés. Elle a été déroulée il y a quelques semaines sur la plaine de Plain-Palais à Genève, un record qui figurera dans le Guinness Book. Ce sera au moins ça de gagner pour les partisans du oui. En revanche, c'est un système, hein, on le rappelle, qui a déjà été testé ailleurs et qui a fait ses preuves en Alaska, par exemple. Mais c'est pas que exotique, excusez-moi. Enfin, en France, il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui en débattent, il y a des expériences qui sont en cours. Donc, ne faisons pas comme si c'était oui, c'est pas si utopique. Oui, c'est pas si utopique. La Finlande, c'est des économistes qui ont calculé, qui ont fait des calculs. La Finlande, le Premier ministre finlandais aujourd'hui est en train a déposé un projet, est en train de réfléchir à ça. Et c'est pour bientôt. En France, vous avez des gens qui sont plutôt du côté libéraux, d'autres qui sont plutôt du côté ONG, ATD Quart Monde, et qui réfléchissent là-dessus. Et il y a des expérimentations en cours. Donc, et en Finlande, c'est un gouvernement de centre-droit. Hein, donc oui, c'est pas les gauchistes seulement qui sont tombés sur la tête. Donc il y a d'un côté ceux qui disent, mais il y a un système, il y a un millefeuille administratif, un millefeuille d'aide, on n'y comprend plus rien et il faut rationaliser ça, et c'est plutôt l'école libérale. Et puis il y a ceux qui sont soucieux effectivement de fournir un revenu de base à des gens, sachant que dans la vie professionnelle, il y a des hauts et des bas, et que donc c'est important de fixer un revenu qui permette aux gens de vivre et de créer.
effectivement. Et là, c'est plutôt du côté ONG. Et en Alaska, donc on disait, ça existe déjà, un revenu de base pour tous grâce à l'exploitation du pétrole. C'est intéressant ça pour le Niger, l'exploitation du pétrole. Ou de l'uranium. Mais pour l'instant, ni l'uranium ni le pétrole n'ont servi à améliorer fondamentalement l'existence des Nigériens, sachant que le problème pour les pays africains, comme vous savez, c'est que l'uranium est produit à Niamey, le pétrole est sorti au Niger, mais les prix sont fixés à Genève ou dans d'autres capitales. Ce qui est le plus important, à mon avis, avant même d'en arriver à ce stade pour les pays africains, c'est d'abord de transformer leur matière première localement. Ça permet d'avoir une valeur ajoutée et de redistribuer les gains économiques, et puis avant d'aller à la Namibie a déjà testé aussi ce système, et les résultats sont extraordinaires. La criminalité a baissé, la sécurité alimentaire a augmenté, l'absentéisme à l'école a diminué, les micro-entreprises se sont créées, le chômage a diminué. C'est une bonne alternative. Sans compter la Libye de Kadhafi où les Libyens, chaque Libyen avait un revenu sans travailler, qui était distribué. On va conclure, c'est une bonne alternative à la loi travail, non ? Ça n'a pas permis de créer une société non plus. C'est une bonne alternative à la loi travail ou non ? Le capitalisme n'a pas encore inventé la solution magique. Je ne crois pas qu'aucune solution soit magique en capitalisme. C'est-à-dire chaque bonne mesure va entraîner toutes sortes de changements qu'on ne peut pas encore maîtriser. Mais voilà, mais tant mieux, moi je pense qu'il faut essayer. Et puis la loi travail, il y en aura d'autres. Comme il a été si bien dit, il ne faut pas dans ce débat-là évacuer la dimension philosophique. À force de regarder que le profit de la société. Malheureusement, on n'a pas le temps de revenir sur les questions philosophiques. Allez, dernière image forte de la semaine qui nous vient également de Suisse. Un record, un autre. Décidément, c'est votre semaine, les Suisses. L'inauguration, bien sûr, du plus long tunnel ferroviaire au monde et du plus profond aussi, sous le massif du Saint-Gothard dans les Alpes, 57 km de long, soit 7 de plus que le tunnel sous la Manche. Il a ouvert après 17 ans de construction. Mais qu'est-ce qui se passe là, Xavier? En Suisse, vous avez décidé de ne plus jouer la neutralité, c'est ça? Peut-être les meilleurs en tout? Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un désir politique à la base extrêmement important d'assurer le trafic entre le nord et le sud de l'Europe pour le plus grand bénéfice de tout le monde par la voie du ferroutage. Et il serait sain qu'effectivement d'autres pays suivent cet exemple-là. Et c'est une arme diplomatique sans doute. Absolument, absolument, surtout qu'elle est technologiquement parfaite et admirable. Bravo en tout cas les Suisses. Allez, avant de nous quitter, la semaine de dilemme en dessin, l'actualité d'un coup de crayon marquée par ses disparitions. Mohamed Ali, 1942-2016, la légende qui a perdu son dernier combat contre la mort. On retiendra de lui aussi ses luttes et ses engagements en dehors du ring, n'est-ce pas, messieurs? Magnifique. Sedi Kaba. Oui, Mohamed Ali, vous savez que sa mort a été vécue avec beaucoup d'émotion, beaucoup de compassion à Kinshasa. Parce que le combat le plus mémorable qu'il ait donné, c'est celui qu'il a fait en 1974 à Kinshasa, où le président Mobutu avait essayé d'exploiter politiquement. Donc Mohamed Ali laisse cette image-là de ce combat mémorable de Kinshasa. Et une dernière image peut-être, le Ramadan, c'est dans quelques heures maintenant, et en Syrie, le plus dur, c'est les brûlures d'estomac représentées par un obus qui transperce littéralement le ventre de ce Syrien. 5e Ramadan sous les bombes, Ziad Limam. Ça devrait être une période de paix. Moi, je dirais juste une chose, cette guerre en Syrie dure depuis plus longtemps que la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les pouvoirs politiques pourraient enfin faire quelque chose ? Et encore peut-être une dernière image, pendant ce temps les réfugiés qui continuent à affluer dans une Europe sous les eaux, et on retrouve l'humour toujours aussi caustique de dilemme, circulation fluide en mer, une réaction sur le sort des réfugiés. C'est une honte de vivre dans un continent aussi riche et de traiter ce problème de cette manière-là. C'est honteux. Tous les jours, Méditerranée, orientale, occidentale. C'est devenu le plus grand cimetière au monde. Oui. C'est 10 000 morts depuis 2004. Et Dilemme a retenu également cette semaine la conférence de Paris sur la paix au Proche-Orient avec ce Palestinien qui dit « Désolé, je ne vois aucune percée, des paroles mais pas d'engagement ». C'est ça qu'on peut retenir? Non, des paroles mais pas des actes. Faut pas être, c'est bien quand même d'essayer de faire revivre la recherche d'une solution. Oui. Il n'y en avait pas, il n'y avait pas plus personne s'y intéressait. Et puis évidemment, donc on retiendra cette semaine les inondations et les grèves avec cette Europe sous les eaux. Voilà, merci à vous. Et la semaine prochaine, il y a foot.
Et la semaine prochaine, il y aura du foot, évidemment. Mais en même temps, j'espère que vous, Xavier, vous pourrez rentrer en Suisse tranquillement. Vous avez réussi à venir. Je passerai par le Gothard, le tunnel du Saint-Gothard. Voilà, merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission, fin de ce numéro de Kiosque. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et merci à vous également qui nous suivez des 4 coins du monde. Et vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Dimanche prochain, c'est le retour de Sylvia Garcia. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde.